Bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire dédié à l'achat immobilier au Canada pour les nouveaux arrivants. Je suis Lisa Cochet, je suis coordonnatrice en relocalisation pour Anywhere Canada et j'ai la chance aujourd'hui d'être accompagnée par deux professionnels experts en immobilier. Alors, honneur aux dames, je vous présente Audrey Chemin qui est courtière hypothécaire. Salut Audrey. Bonjour. Et également Pierre Badbatian qui est courtier immobilier. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors, merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation et d'avoir préparé toutes ces informations. Vous verrez, le contenu est très riche. Et donc, c'est un vrai plaisir pour moi de vous avoir aujourd'hui avec nous. On va aborder beaucoup de sujets afin de vous donner un maximum d'informations sur l'achat immobilier au Canada, spécifiquement pour les nouveaux arrivants. Alors, voici les points qui vont être abordés. On va tout d'abord parler du marché immobilier. On se posera la question, est-ce qu'il vaut mieux encore louer ou acheter? On parlera également du processus d'achat, du rôle du courtier immobilier et du courtier hypothécaire, de leurs coûts également. On abordera le sujet du financement, de l'aspect légal également, qui peut acheter, qui ne peut pas acheter. Et on va garder pour la fin vos questions, auxquelles on se fera un plaisir de vous répondre, enfin surtout Pierre et Audrey. Donc voilà, je laisse la parole à Pierre qui va nous parler, pour commencer, de l'immobilier. Alors, bonjour, je me présente, mon nom est Pierre Badbatian. Je suis courtier immobilier chez Remax depuis 15 ans. Je me spécialise en relocalisation depuis à peu près 10 ans avec Anywhere Canada. Avant ça, je faisais quand même de l'immeuble, mais je n'avais pas une spécialisation telle quelle dans les expatriés. Dans les 10 dernières années, j'ai quand même eu beaucoup d'expérience avec des gens qui ont été relocalisés ici, qui ont ou acheté dès le départ ou qui ont attendu quelques mois, quelques années pour faire leur achat immobilier. Et on constate que les expats, parfois, ont des caractéristiques ou, comment dire, des critères qui sont un peu plus particuliers auxquels on s'habitue. Alors, leurs dossiers aussi du côté financement sont parfois un peu plus particuliers et de là l'importance de travailler avec des experts comme Audrey qui vont pouvoir vous guider aussi pour le côté financement de ces transactions-là. Alors, j'ai une spécialisation dans le Grand Montréal. Alors, moi, personnellement, j'ai grandi à Laval, j'ai habité sur la rive nord de Montréal, j'habite actuellement à Montréal. Je fais de l'immeuble depuis 15 ans. On a relocalisé beaucoup de gens un peu partout, que ce soit sur la rive sud, la rive nord ou dans le Grand Montréal en général. Alors, tous les quartiers, on les connaît très, très bien. Ça fait quand même longtemps que je fais ça. Alors, on va passer par-dessus un peu les explications de qu'est-ce que chacun de ces organismes ici que vous voyez sur la slide avant font à Montréal, alors dans le marché québécois. L'OACIQ, c'est l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec. Alors, le courtage immobilier au Québec, contrairement à peut-être d'autres pays ou d'autres provinces, est réglementé par un organisme qui a un mandat gouvernemental ici. Okay? Alors, toutes les transactions immobilières faites par courtier, on a un ordre déontologique, on a des processus en place pour protéger le public qui ne sont peut-être pas le cas ailleurs. Okay? L'importance de savoir qu'il y a un encadrement, c'est que c'est pas c'est un domaine qui est contrôlé, c'est un domaine où on a des processus en place et de l'éducation qu'on est obligé de faire annuellement pour nous garder à jour sur les caractéristiques de notre marché actuel. Okay. L'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, ça, pour vous donner un peu une explication simple, c'est dans le fond centris.ca. Okay? Alors, c'est la base de données et l'association, dans le fond, contrôle un peu ce qui est statistique et le service pour les courtiers pour nous assurer que les propriétés ont la visibilité nécessaire pour être vendues et que les acheteurs potentiels sont capables de voir toutes les propriétés en vente au Québec. Remax, dans le fond, c'est la bannière que moi, j'ai choisie en tant que courtier. Ça fait 15 ans que je suis là personnellement. Il y a des avantages à travailler avec un courtier Remax. On va pouvoir y arriver un peu plus loin, mais c'est la bannière la plus importante au Québec qui fait presque la moitié des transactions, que ce soit achat ou vente dans la province. Alors, on peut aller à l'autre slide. Alors, les prévisions de la Chambre immobilière du Grand Montréal, qui s'appelle aujourd'hui l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, c'est que, dans le fond, le marché est en mode,
comment dire, de réactivation. 2022 a été une très, très bonne année. 2023 a été une année qui était peut-être tranquille, je vous dirais, dans les 6 mois du début de l'année, mais qui est un marché qui a quand même repris depuis la fin de l'année 2023. Okay? Là, aujourd'hui, comme vous pouvez voir, on a eu, ça c'est des statistiques qui montrent que février 2024 a eu un rebond d'à peu près 30% des ventes comparément à la même période l'année d'avant. Alors, on parle d'un marché optimiste. Okay? On va aller au slide après. Alors, c'est important de comprendre que même si parfois les choses paraissent chères, on ne se le cachera pas, là, Montréal reste quand même une ville qui est extrêmement accessible pour le Canada. Okay? Alors, vous pouvez voir comment le prix d'achat des propriétés à Montréal est presque la moitié de ce que ça serait à Toronto et facilement la moitié pour Vancouver. Montréal, il ne faut pas oublier que c'est une ville, une des grandes villes du Canada, c'est une ville d'affaires. Mon opinion personnelle, c'est la deuxième ville d'affaires du Canada. Et c'est quand même une place qui est intéressante où avoir un investissement immobilier. Vous pouvez voir, ça va être mon opinion, mais c'est quand même basé sur des faits. Okay? Au Québec, on a une pénurie de logements, que ce soit du côté locatif ou du côté des propriétés qu'on peut acheter. Ça, c'est les prévisions qui ont été faites par la SCHL. La slide que vous voyez ici vient de CBC, qui est Radio-Canada, je pense. Et vous avez le lien dans le bas si quelqu'un voudrait lire l'article en entier. Okay? Mais on est en train de dire que dans le fond, dans le Canada en entier, on a un déficit de 3,5 millions de propriétés. Ça, c'est le Canada au complet. Mais qu'au Québec, cette statistique, okay, elle est de 860 000 maisons qui seront manquantes d'ici 2030. Et dans le fond, on peut constater que cette prévision a été augmentée cette année parce que si vous regardez l'an dernier, le chiffre était 620 000 maisons qui étaient en déficience et aujourd'hui, on parle de 860 000. Alors, on parle d'un grand chiffre et de là, la raison qui serait important de vous expliquer ce que ça signifie. Okay? Quand on se retrouve en pénurie d'inventaire, c'est ça qui fait en sorte que les prévisions des prix se retrouvent à la hausse, parce que la réalité, c'est qu'il n'y a pas assez de biens pour toutes les personnes qui voudraient nécessairement en acheter ou en louer. Okay? On peut passer à l'autre slide. Parfait. Alors ici, vous allez pouvoir voir, ça c'est des statistiques que je vous ai préparées pour vous expliquer les tendances des marchés. Okay? On peut voir que dans les 5 dernières années, ça c'est le graphe que vous pouvez voir avec les prix qui sont là. Alors, vous pouvez facilement constater que les prix de 2023, sur chacune des slides qu'on va voir, vous pouvez voir que 2024, les prix sont en train de retourner dans le mode croissance. Okay? Le prix médian des propriétés, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher des propriétés qui sont 3 chambres à coucher hors sol. Et dans le fond, je vous ai fait le même comparable pour chacune des villes du Grand Montréal, certaines des villes du Grand Montréal. Et je vous démontre ici le prix médian. Alors, vous pouvez voir qu'actuellement, à Montréal, sur l'île de Montréal, on parle de 679 500 qui est le prix médian. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'il y a quand même 295 propriétés qui se sont vendues à moins que le prix médian depuis le début de l'année 2024 et la moins chère s'est vendue à 219 000. Okay? La raison que j'aimerais vous expliquer ça, c'est que même si vous voyez le prix médian et vous pensez ça, c'est peut-être pas accessible pour vous, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de propriétés plus abordables à Montréal. La réalité est que oui, il y en a. Okay? L'autre possibilité, c'est de regarder possiblement des condos. Alors, ce que j'ai fait dans la slide après, c'est que j'ai préparé les statistiques de vente de condos 2 chambres à coucher qui se sont vendus dans le Grand Montréal dans les 5 dernières années. Alors là, ici, encore une fois, vous allez pouvoir voir la croissance des prix. Vous pouvez voir que 2023 était l'année où on voit une diminution des prix, mais qu'en 2024, on voit déjà que le marché a repris de l'optimisme et que les prix
sont quand même en train de retourner au prix de 2022 s'ils ne les dépassent pas déjà. Okay? Vous pouvez voir qu'il y a quand même eu 538 propriétés qui se sont vendues à moins que le prix médian sur l'île de Montréal et aussi bas que 215 000. Alors, encore une fois, je précise, pas parce que le prix médian est un prix X que des propriétés plus abordables n'existent pas sur l'île de Montréal. On continue sur la prochaine slide. On va pouvoir voir les mêmes statistiques pour l'île de Laval. Alors, Laval est une des banlieues de Montréal, je dirais la banlieue la plus importante en théorie de Montréal. On peut voir des statistiques quand même très similaires, mais quand même beaucoup plus abordables. Alors, on parle d'une différence d'à peu près 100 000 qui est quand même pas négligeable. Et vous pouvez voir que la même courbe avec ce qui suit, qui s'est passé en 2023 avec une diminution légère des prix, a quand même et se retrouve à être en augmentation comparé à l'année passée. Vous pouvez encore une fois voir que 151 maisons se sont quand même vendues à Laval en bas du prix médian et encore une fois aussi bas que 213 000. Alors, sur la prochaine slide, on va pouvoir voir la même statistique, un peu une dynamique similaire pour les condos de chambres à coucher qui se retrouvent à Intersol. On est en train de dire que 105 propriétés se sont vendues en bas du prix médian et aussi bas que 190 000. Mais vous pouvez voir que le prix médian aujourd'hui à Laval se retrouve à 385 000. Si on va sur la prochaine, on peut voir que j'ai fait une statistique pour Longueuil. Longueuil devient très attrayant, à mon avis, parce qu'il y a quand même une station de métro. Vous vous retrouvez à être sur la rive sud. C'est des prix qui sont quand même un peu plus abordables qu'à Laval, mais quand même assez similaires, à mon avis. Je pense que c'est plus une question de choix de ce qui est plus géographiquement important pour vos besoins si vous allez sur la rive sud ou la rive nord de Montréal. Et ça dépend. Je vous dirais que beaucoup de mes clients qui travaillent au centre-ville de Montréal vont peut-être préférer être à Longueuil qu'à Laval, mais ça dépend, c'est vraiment particulier, basé sur ce que les gens recherchent. Okay? Alors, vous pouvez voir encore une fois, pour les 3 chambres à coucher, les maisons, il y en a quand même 39 qui se sont vendues en dessous du prix médian, et aussi bas que 340 000. Et vous pouvez voir la même courbe très similaire. On parlait d'une légère diminution des prix en 2023 avec une augmentation aujourd'hui à 543 500 pour l'année 2024. Vous allez voir une courbe similaire pour ce qui est des condos à Longueuil, alors même très, très similaire. Là. Quand même, je vous dirais, beaucoup plus abordable qu'à Montréal, presque peut-être un 100 000 de différence. Là. Et ici, vous pouvez voir qu'à Longueuil, on voit qu'aujourd'hui, le prix médian se retrouve à 380 000, qui est une augmentation du 3,46 qu'on a vu l'an dernier. Okay? Et quand même, 96 propriétés se sont vendues à moins que le prix médian. Si on va sur la prochaine fiche, j'ai essayé de vous donner un exemple le plus juste possible. C'est une statistique qui est quand même très difficile à effectuer parce que c'est difficile de trouver des biens identiques qui se retrouvent en location et en vente. Et c'est la meilleure exemple que j'ai réussi à trouver. Des immeubles qui se retrouvent dans le même projet immobilier, qui sont des tours jumelles. On est en train de parler de plus ou moins la même superficie. Et c'est 2 chambres avec une salle de bain et garage. Alors, vous voyez que le prix vendu de cette propriété-ci, même s'il était affiché à 509 000, c'est vendu à 481 000. Et pour des raisons de privacy, j'ai enlevé les adresses parce que je ne pense pas que c'est nécessaire. Mais si quelqu'un voudrait voir ces statistiques-là en personne, ça va me faire plaisir de vous faire une consultation privée et de vous montrer vraiment chacune des propriétés qui fonctionneraient pour vos besoins. Vous pouvez voir que la même propriété, une propriété identique, je dirais, c'est loué à 2 350. Sur la prochaine slide, je vous fais un peu un sommaire de ce que ça coûte acheter versus vendre, ce que ça coûte acheter, excusez-moi, versus louer et ce que ça implique. Alors, du côté achat, on parle d'une hypothèque avec une mise de fonds de, moi, mon exemple, je l'ai fait à 20 à un taux de 4,99 sur un prix de vente de 481 000. Ici, on va voir que le montant hypothécaire à repayer à chaque mois va être de 2 236 avec les taxes municipales et scolaires combinées qui reviendraient à 310 par mois, avec les frais de copropriété qu'on retrouve à 363 avec un total de 2 909 Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que vous avez un repaiement de capital qui se fait à chaque paiement. Okay? Et ce que j'ai fait pour simplifier le calcul, j'ai pris le repaiement annuel
du capital et je l'ai divisé par 12 ici et j'ai soustrait le montant qui se retrouve à être un repaiement en capital. Okay? On parle de 667 $ que je soustrais. C'est comme si, par exemple, cet argent aurait été mis, par exemple, dans un compte épargne. Okay? Réellement, là, on refait le même calcul et ça, il ne faut pas oublier. Vu que le calcul a été fait pour un terme de 5 ans, le paiement hypothécaire ne changera pas. Oui, les taxes peuvent changer, oui, les frais de copropriété peuvent changer, mais l'objectif ici était de vous donner un peu une idée un peu globale de ce que ça représente. Ici, on voit que les loyers peuvent aussi augmenter. La réalité, c'est que ce que j'ai fait, je me suis basé sur les statistiques des 3 dernières années de ce que le TAL, le tribunal administratif du logement, avait donné comme recommandation aux propriétaires pour les augmentations de loyer. Okay? Et dans le fond, moi, j'ai pris le calcul à 4 parce que c'était ce qui était accordé aux propriétaires cette année. Okay? Alors, on peut voir que si on loue une propriété annuellement, on parle d'un paiement qu'on paye et qui est parti, là, de 28 200 annuels. Et avec les augmentations à chaque année, vous pouvez voir que si on rajoute 4 chaque année, à la fin des 5 ans, on parle de presque 400 $ de différence comparément à ce qu'on payait la première année. Alors, ça représente à peu près 17 okay? Si on va sur la slide suivante, on est en train de vous expliquer un peu ce que le repaiement en capital représente. Alors, dans les 5 années que vous auriez été propriétaire, vous auriez repayé presque 45 000 $ en capital. Alors, ce qui ne sera jamais le cas quand vous louez un bien. Ce que vous payez est de l'argent qui est payé et qui est parti. Et ce même paiement, si vous auriez fait un achat, une location, représente à peu près 123 000 $ qui a été dépensé pour vous loger. Okay? On peut aller à la slide après. Là, ce qui est important à comprendre, c'est que ça ne représente pas nécessairement des garanties pour ce qui est une plus-value que vous seriez capable d'aller chercher sur une propriété, mais statistiquement, vous pouvez voir que dans les 10 dernières années, on parle d'une croissance quand même constante des prix à Montréal et qu'on parle, si vous regardez la même propriété il y a 10 ans, ben aujourd'hui, on parle d'une appréciation en valeur de 92 okay? Alors, si vous rentrez dans le marché immobilier et que vous achetez une propriété, la réalité, c'est que normalement, les gens font un achat pour au moins 3, 4, 5 ans et on n'oubliera pas qu'il y a quand même une appréciation en valeur de ce bien qui généralement se fait dans ces années-là. Alors, le processus d'achat. Ce qui est important de comprendre, c'est que, à mon avis, la première étape et l'étape la plus importante, c'est de vous pré-approuver avec un conseiller hypothécaire qui va pouvoir vraiment comprendre vos besoins, comprendre votre situation financière et c'est pour ça qu'Audrey est là. Okay? Il faut comprendre qu'en vous préapprouvant, vous allez savoir à quelle gamme de prix qu'on va pouvoir commencer à magasiner et c'est l'étape où ce que moi, je vais embarquer par après. Okay? Ce qui est important de comprendre, c'est que sans avoir un montant pour magasiner, on est en train de rechercher une propriété un peu sans savoir si vous allez pouvoir en faire l'achat. Pendant la consultation qu'on ferait ensemble, on va pouvoir regarder ce qui est des propriétés. On fait une consultation pour voir ce qui fonctionne pour vous. Okay? J'ai des clients, par exemple, qui ne veulent pas changer les écoles des enfants. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la map du quartier, puis on voit ce qui délimite un peu le secteur où ce que l'école se qualifie, entre guillemets, là, et on est capable d'aller recréer un peu cette zone sur nos outils professionnels que vous ne pouvez pas faire en magasinant sur remax.ca ou sur centris.ca. Et on cible vraiment ces secteurs-là pour éviter, par exemple, un changement d'école, un changement, je ne sais pas, de votre style de vie. On est en train aussi on peut aussi faire, par exemple, un périmètre de 1,5 km pour dire, OK, ben, je suis prêt à marcher à une station de métro jusqu'à un maximum de 15 minutes par jour. C'est des choses qu'on est capable de faire à notre consultation. Et aussi, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on regarde les propriétés vendues dans les 3 derniers mois pour voir si les critères de recherche que vous avez, dépendant des quartiers, sont des critères qui sont réalistes. Okay? L'objectif, c'est de vous guider, de vous donner des options de secteurs
par exemple, qui pourrait mieux fonctionner pour vos besoins si votre secteur de choix n'était peut-être pas possible. Et le but de la consultation est vraiment de vous guider pour commencer les visites. Quand on commence les visites, ce qui est bien, c'est qu'on est capable de faire avec nos outils, encore une fois, c'est qu'on crée des routes de recherche et des routes de visite pour les rendre le plus efficaces possible, pour faire le plus grand nombre de visites par séance de visite, sans nécessairement avoir de la perte de temps et rendre ça plus efficace pour vous. Je suis désolé, j'essaie d'enlever quelque chose de mon côté ici sur mes slides, mais ça ne fonctionne pas. L'autre chose qui est importante, si on pouvait juste retourner en arrière de secondes. Dans les étapes d'achat, l'inspection en bâtiment est quand même une étape très, très, très importante. C'est quelque chose que je ne suggère jamais aux gens de ne pas faire. Le client a quand même le choix de faire ce qu'il veut, mais c'est quand même une étape importante. Okay? Alors, une fois qu'on a trouvé une propriété, ça peut prendre 2 mois, 3 mois, c'est l'étape suivante pour s'assurer que la propriété est en bonne santé avant que vous donniez votre OK final pour conclure votre vente, et pour le faire, on passe à l'acte de vente chez le notaire. Alors, quels sont les avantages de travailler avec un courtier immobilier pour l'achat? Alors, la réalité, c'est qu'au Québec, l'organisme d'autoréglementation du courtage immobilier du Québec recommande fortement aux acheteurs de se faire représenter par un courtier pour l'achat de leur propriété. On est là pour défendre vos intérêts. La réalité, c'est que si vous faites l'achat d'une propriété qui est déjà affichée par un autre courtier, vous faire représenter ne vous coûte pas nécessairement de fonds additionnels. Le courtier immobilier est payé par le courtier inscripteur. C'est un partage de rétribution qu'on appelle. Et la réalité, c'est que ça reste quelqu'un qui est là tout au long de la transaction, qui défend vos intérêts. On a quand même l'obligation de dire aux gens, quand ils appellent sur une inscription qui est affichée par le courtier inscripteur, que c'est fortement recommandé d'aller vous faire représenter par un courtier acheteur. C'est quelque chose que l'organisme d'autoréglementation nous oblige à dire quand quelqu'un appelle sur une inscription, et c'est pour s'assurer qu'il n'y a jamais un conflit d'intérêts qui pourrait avoir lieu. On est en train de dire aussi que quand vous travaillez avec un courtier qui a l'habitude de travailler avec des expatriés, on est déjà habitué à voir certains challenges qui peuvent avoir lieu pendant vos transactions. Okay? L'importance, c'est de savoir que toutes les transactions immobilières vont avoir des obstacles. Il y a toujours quelque chose qui pourrait arriver, et au moins vous êtes entre les mains d'un professionnel qui va pouvoir vous guider et vous simplifier la transaction le plus possible. Quand on parle de conseiller personnalisé, ce qu'on fait avant de commencer les visites, comme je disais dans la slide avant, c'est qu'on fait une analyse pour voir, premièrement, c'est quoi vos besoins. On essaie de cibler le plus possible les quartiers qui vont couvrir la plupart de vos critères de recherche. Et si on voit qu'on pourrait vous recommander des secteurs qui ne sont pas des secteurs que vous connaissez, puis on vous fait des recommandations, on vous invite fortement à les explorer avant de faire votre achat. L'autre chose aussi qui est très importante quand vous travaillez avec un courtier pour vous représenter à l'achat, c'est qu'au moment que vous êtes prêt à faire une promesse d'achat sur une propriété, une offre, comme on dit, on est là pour faire une analyse de marché pour vraiment regarder les propriétés comparables qui se sont vendues, qui sont similaires ou identiques aux biens que vous êtes en train de considérer acheter. Ce qui est quelque chose que vous ne pouvez pas faire tout seul. Vous n'avez pas nécessairement les statistiques, et même si on vous les donnait, je ne pense pas que la personne moyenne aurait la capacité de faire une analyse complète et détaillée. Ce qui est quelque chose qu'on fait pour vous. Alors, on peut aller à la prochaine fiche. Comme je disais avant, il n'y a pas vraiment, à moins que vous vous retrouvez à acheter une propriété qui n'est pas affichée par un courtier, il n'y a pas de frais pour votre achat. Okay? Alors, le courtier immobilier, comme je vous disais, fait une entente de rétribution avec le courtier inscripteur, et de la même manière, vous avez quand même des avantages. Par exemple, quand vous travaillez avec un courtier RE/MAX, on vous donne des polices d'assurance
pour les courtiers qui y participent, là, comme Tranquillité. Et il y a aussi des polices aussi auxquelles vous pouvez vous souscrire vous-même, comme Intégrité de Remax. On va pouvoir y aller sur la prochaine slide et je vais vous les expliquer. Alors, le programme Tranquillité de Remax, quand même fait un peu plus de 50% des transactions immobilières au Québec actuellement. Okay? Ce que ça nous permet de faire en ayant un volume de vente supérieur, c'est qu'on est capable de vous offrir des polices d'assurance à cause du volume de transactions qu'on fait. Okay? Tranquillité est un programme qui vous couvre sur 3 volets. On parle de délai et de désistement. Alors s'il y a des délais dans votre transaction, il y a des choses que la police d'assurance va pouvoir faire. Il y a le côté juridique. Alors, vous allez avoir accès à un avocat qui va pouvoir vous donner des conseils si jamais ça deviendrait nécessaire. Et vous allez avoir le côté décès et désistement. Alors, ce que je vous recommanderais de faire, ce serait d'aller sur le site de Remax Québec et d'aller dans l'onglet Tranquillité et vous allez pouvoir voir ce que le programme couvre. Mais je vais vous donner 2 exemples concrets. Alors, j'avais une de mes clientes récemment qui avait fait l'achat d'un condo à Montréal. Et dans le fond, on avait constaté avant la prise de possession qu'il y avait quelque chose qui s'était manifesté qui n'était pas présent au moment de l'inspection. Alors, c'était un vice de construction qu'on n'avait pas constaté à ce moment-là. Ce que Tranquillité a pu faire, c'est de donner les conseils nécessaires à la cliente pour qu'elle puisse discuter avec le vendeur. Et à la fin, les choses se sont réglées à l'amiable parce que la cliente, elle savait, elle connaissait ses droits et elle savait qu'elle était protégée. De l'autre côté, je peux vous donner l'exemple d'une cliente où et c'est des choses qui peuvent arriver, il y a eu un retard à sa transaction. Okay? Alors, Tranquillité couvre certains des frais qui peuvent qui peuvent être engendrés à cause d'un délai dans une transaction. Et ça, encore une fois, c'est des choses qu'on va pouvoir aborder si jamais vous voudriez une consultation personnelle. Alors, les défis des offres multiples. Est-ce que les offres multiples arrivent autant que dans les années 2021, 2022? Je vous dirais peut-être pas aussi souvent, mais les offres d'achat multiples sont quand même présents dans le marché actuel. Je vous dirais que la dynamique est un peu différente actuellement. On voit quand même des offres d'achat multiples, mais c'est pas les augmentations de prix un peu farfelues qu'on voyait dans les années avant. Okay? Alors, ce qu'on peut faire, encore une fois, c'est quand vous considérez faire une offre d'achat sur une propriété, on fait une analyse de marché pour s'assurer que le prix que vous voulez offrir sur la propriété, elle n'est pas illogique, okay? Qu'elle est vraiment basée sur des comparables parce que même du côté de la banque, c'est quand même une statistique qui est importante parce qu'ils vont possiblement évaluer la propriété que vous considérez acheter. Pour moi, ça conclut ma partie de la présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces informations. C'était vraiment très intéressant. Bien, maintenant, nous passons la main à Audrey Chemin qui va nous parler de la partie financière. Merci. Alors, souvent, je vais commencer ma présentation en disant que je m'excuse d'avance parce que c'est beaucoup moins glamour que la partie de Pierre avec tout ce qui est maison, recherche, ça fait comme plus rêver. La partie financement, c'est un petit peu moins le fun, on va dire. Mais bon, on va essayer de faire en sorte que ce soit le plus intéressant et le moins soporifique possible. Alors, donc, je me présente, je m'appelle Audrey Chemin, donc je suis courtier hypothécaire. Je travaille sous la bannière de Intelligence Hypothécaire, qui fait partie du groupe M3, qui est le plus gros groupe de courtiers hypothécaires du Québec. Et j'ai monté une équipe qui s'appelle Pré-Imo Québec, dont vous voyez les personnes à l'écran, qui est vraiment dédiée 100% pour les immigrants. Là, je précise qu'on n'a pas de zone géographique. On a l'avantage de pouvoir traiter les dossiers partout dans la province et même en dehors du Québec, même si aujourd'hui, c'est du Québec dont on va parler. Donc, sur la slide suivante, je vais passer très rapidement, juste pour dire quelques mots à mon sujet. Moi, je suis arrivée au Québec en 2016. Je suis française. Et donc, ce qui m'a vraiment poussée à finalement me spécialiser dans les nouveaux arrivants et les immigrants, c'est parce que je suis passée moi-même par les mêmes écueils que tout un chacun.
Et donc, c'était vraiment important pour moi de pouvoir redonner la balle à mon prochain. Donc, voilà, j'organise beaucoup d'événements aussi autour des nouveaux arrivants pour essayer de faire un peu de rassemblement. J'ai 2 enfants, j'adore tout ce qui est nature, j'adore tout ce qui est spectacle. Et ici, on est vraiment très, très bien lotis au Québec. Donc, on est vraiment super content d'être ici. J'ai créé un groupe Facebook justement pour pouvoir répondre à la demande des questions qui étaient légion, justement sur le sujet de l'immobilier en particulier. Donc, si vous voulez nous rejoindre, ça va me faire plaisir de vous accepter. Vous pouvez prendre en note le nom du groupe et puis faire une demande avec plaisir. Alors, je vais commencer par faire du pouce sur ce que Pierre disait tout à l'heure à propos du courtier immobilier, mais du côté hypothécaire. Donc, souvent, quand on arrive de l'étranger, on a l'impression que le courtier hypothécaire ici fonctionne de la même manière qu'en Europe. Alors, ça fonctionne d'une certaine façon, de manière similaire, mais c'est aussi très différent. La première chose, c'est qu'on est aussi une profession réglementée. Nous, on est réglementé par l'autorité des marchés financiers. Donc, cette réglementation-là, c'est vraiment une réglementation très rigide, mais dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on a vraiment des formations continues à faire en permanence, nombreuses. On doit se tenir vraiment informé. Et quand on est courtier hypothécaire, donc on est réglementé par cette autorité-là, ce qu'il ne faut pas confondre avec le conseiller hypothécaire dans les banques qui, lui, ne fait pas partie de cette réglementation-là et donc n'est pas soumis aux mêmes règles. Notre rôle passe aussi par le fait qu'on est 100% gratuit. Alors, contrairement en Europe où, dans beaucoup de cas maintenant, la rémunération en fait vient du client directement. Ici, ce n'est pas le cas. La rémunération vient 100% en fait de nos partenaires financiers qui sont très nombreux. Par exemple, pour ma part, j'ai 28 partenaires. Et donc, c'est eux qui vont nous reverser une commission une fois que vous allez être passé chez le notaire par notre intermédiaire. Notre but à nous, c'est vraiment de mettre en place un accompagnement et une stratégie sur le long terme. Donc, notre souhait, c'est vraiment de mettre vos besoins au cœur de la discussion pour mettre en place une stratégie hypothécaire qui va vous concerner, vous, sur le long terme. Donc, si, et ça nous arrive très souvent, Pierre et moi, des gens qui viennent nous voir et qui disent « Oui, mon voisin m'a dit ça, mon ami m'a dit ça, mon collègue, peu importe qui. Ce sont les solutions qui ont été proposées pour cette personne et sa situation. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est votre situation à vous et ce qui va être important pour vous. Donc, nous, vraiment, notre but, c'est vraiment de mettre en place une stratégie qui vous concerne et qui est la bonne pour vous sur du court, moyen et du long terme. Donc, on ne va pas choisir la même option pour quelqu'un qui veut acheter la maison dans laquelle il va rester pendant 50 ans ou quelqu'un qui veut acheter juste une première maison et qui compte la revendre dans 3 ans ou encore quelqu'un qui est là seulement pour une durée donnée et qui compte repartir en France. C'est vraiment des considérations qu'on prend en compte lorsqu'on fait nos recommandations. Évidemment, on est neutre, on n'est pas lié à une seule institution financière, donc on peut magasiner pour vous les différentes options à une seule et même place. Donc, vous parlez à un seul interlocuteur et vous avez accès à toutes ces options. Évidemment, le dernier point, et non des moindres, c'est la disponibilité. Je vous mets au défi d'arriver à avoir une réponse un vendredi soir à 20h dans une banque. Généralement, nous, par contre, c'est le cas. On est quand même vraiment très disponible. Alors, sur la slide d'après, on va parler un peu plus dans le vif du sujet. On va parler des types de prêts. Donc, il faut savoir qu'ici, au Canada, on a 2 types de prêts. On a le prêt conventionnel et on a le prêt assuré. Le prêt conventionnel, c'est quand on met généralement 20% d'apport ou plus. Dans ces cas-là, on n'a pas d'assurance hypothécaire qui rentre en ligne de compte. Puis je vais revenir juste après sur qu'est-ce que l'assurance hypothécaire. Il faut garder en tête que quand on vient avec un permis de travail ou un permis d'études et qu'on est en prêt conventionnel, on a un choix de prêteur qui est plus limité et le taux d'intérêt va dans tous les cas être souvent un peu plus élevé.
Parce que quand on est sur un prêt assuré, donc il y a l'assurance hypothécaire qui est obligatoire, qui est ajoutée ici, qui n'est pas l'assurance décès invalidité. C'est une assurance qui vient assurer le prêteur. Donc la prime est à votre charge. Elle est ajoutée au montant et amortie sur toute la durée, par exemple 25 ans. Mais par contre, le bénéficiaire de cette assurance-là, c'est la banque ou le prêteur. Donc, dans ces cas-là, si jamais à un moment donné, vous êtes en défaut de paiement, qu'il y a une reprise de finances sur la propriété, alors l'assurance hypothécaire embarque et vient compenser la banque du manque à gagner éventuel qu'elle aurait lors de la reprise de finances. Donc, comme il y a cet assureur dans la partie qui vient donner un niveau de sécurité plus grand à la banque, alors à ce moment-là, la banque va être plus rassurée et donc on a plus de choix de prêteurs qui vont embarquer parce qu'ils ont un assureur en arrière d'eux. Et donc, notre taux d'intérêt peut être un peu plus bas parce qu'ils ont un assureur en arrière d'eux et s'il se passe quoi que ce soit, ils ont la garantie de pouvoir être compensés. Sur la slide d'après, alors on va parler de la notion de terme. La notion de terme est essentielle ici en Amérique du Nord parce que c'est quelque chose dont on n'a pas l'habitude du tout quand on vient d'Europe, qui est que non, le taux ne va pas être consenti et réservé pour toute la durée de l'amortissement. Et non, le taux ne va pas varier non plus en fonction de la durée de l'amortissement. Si j'emprunte sur 25 ans, 20 ans ou 15 ans, mon taux va être le même. Il peut être majoré si je vais au-delà de 25 ans, par exemple, mais dans les grandes lignes, là où le taux va varier, c'est en fonction du terme, qui est donc la durée d'engagement de vous envers la banque et de la banque envers vous. Donc, c'est vraiment bipartite. Il faut garder en tête que cet engagement-là a donc une durée de validité X, et à la fin de cette durée de validité-là, plus personne n'est engagé avec personne. Donc, vous n'êtes plus engagé et vous n'êtes plus tenu de rester avec cet emprunteur-là. Vous n'êtes plus non plus tenu de renouveler les mêmes conditions de prêt, c'est-à-dire que si vous aviez un taux que vous aviez réservé pendant 2 ans qui était un taux fixe, vous pouvez tout à fait partir sur un taux variable ou vous pouvez reprendre un taux fixe, mais cette fois sur 5 ans par exemple. Donc, tous les paramètres de votre prêt peuvent être renégociés, y compris le prêteur. Donc, le prêteur n'est plus non plus engagé envers vous. Par contre, il va, dans 100% des cas, si vous êtes un bon payeur, vous faire une offre. Il ne va pas vous dire merci, bonsoir, et puis ne pas vous faire de proposition si vous avez payé. Le seul cas où, en fait, on voit les prêteurs qui ne renouvellent pas leur prêt, c'est vraiment quand on est sur des mauvais payeurs. Mais sinon, ils vont toujours vous faire une offre. Et donc là, on va pouvoir être capable de comparer avec les autres. Mais cette offre-là sera en fonction des taux du jour et ne sera pas en fonction des taux que vous aviez pris à l'époque. Donc, c'est bien important de garder en tête, au renouvellement, on renégocie avec les conditions du moment. C'est la raison pour laquelle le choix du terme est essentiel dans notre stratégie hypothécaire. Sur la slide d'après, alors je vais passer vite parce que Pierre en a déjà parlé en détail. Donc, je vais juste pointer du doigt les petits éléments supplémentaires dont je veux parler. Donc, en effet, la première étape, c'est la préapprobation. On va en parler juste après. La deuxième, c'est rencontrer Pierre pour chercher et trouver la bonne maison. L'étape 3, ça revient chez moi. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez trouvé la bonne maison, là, on va faire l'approbation de financement. On avait une préapprobation. Maintenant, on doit avoir une approbation. Attention, l'approbation ici, c'est en moyenne 14 jours et c'est incluant les fériés et les week-ends. On est loin des 6 à 7 semaines français. Donc, quand la préapprobation est aussi importante pour cette raison-là, parce que ça veut dire qu'on va avoir déjà une partie du processus qui va avoir été fait. Ce n'est pas le moment de se dire, quand notre promesse d'achat est acceptée, « Ah, ben, c'est pas grave, j'ai le temps de donner toute la documentation. » Non, là, ça va vite. Ça va vite et ce n'est pas ce à quoi on est habitué, donc ça peut être assez stressant. L'étape 4 qui est l'inspection, la seule chose que je vais mentionner en plus de ce que Pierre a dit, c'est attention, c'est souvent en parallèle du financement. Et souvent, j'ai des questions des gens qui vont me dire « Oh, je vais faire l'inspection une fois que le financement va être fait » ou inversement, je vais d'abord faire l'inspection puis ensuite le financement. Non, non, c'est les deux en parallèle. Vraiment, vraiment important. L'étape 5, c'est choisir votre notaire. Alors, c'est vous qui choisissez le notaire en tant qu'acheteur. Donc, c'est votre choix, vous, puis c'est aussi vous qui allez le payer. On va en parler juste après.
Ensuite, on prépare les documents pour la clôture. Donc, et Pierre et moi et la banque, on va envoyer la documentation au notaire pour qu'il ait tout en main pour préparer le rendez-vous. Et en dernier lieu, vous allez passer chez le notaire. Généralement, prévoyez qu'il va y avoir 2 rendez-vous séparés. Certains notaires vont comme faire 2 rendez-vous seulement, un rendez-vous seulement pour l'acheteur et un rendez-vous pour le vendeur. Mais la plupart du temps, c'est 2 rendez-vous. Un rendez-vous pour l'acte de prêt et un rendez-vous pour l'acte d'achat. Donc, gardez ça en tête. Donc, slide suivante, on va pouvoir faire justement un petit focus sur la préapprobation. Alors, c'est la slide d'après. Merci. Donc, sur la préqualification, vous avez vu préapprobation juste avant. Donc, juste, il y a une partie de sémantique là-dessus. La sémantique qui est importante, c'est le fait que préqualification et préapprobation, globalement, c'est la même chose. C'est un document que moi ou une personne de mon équipe, on va vous émettre, qui va vous donner votre capacité d'emprunt et qui va permettre à tout le monde à Pierre de pouvoir commencer à partir en visite en sachant son budget. La préautorisation, elle, la différence, c'est qu'on va venir en plus rajouter un gel de taux là-dessus. Donc, on va choisir un prêteur en particulier et on va geler un taux. Le gel de taux, attention, c'est un taux qui est gelé pendant un temps donné. Donc, ce n'est pas jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est vraiment pendant un temps donné. Et ce temps-là, c'est jusqu'à ce que vous passiez chez le notaire. Donc, souvent, les gens ont l'impression « Ah, j'ai une préqualification pendant 90 jours, j'ai 90 jours pour trouver ma maison. » Non, non. J'ai 90 jours pour passer chez le notaire. Donc, c'est important, dans ce sens-là, de garder en tête que le gel de taux, on va essayer de le garder le plus longtemps possible, autant que faire se peut. Ce n'est pas toujours le cas. Mais dans un contexte de marché où les taux sont en baisse, on va en parler un petit peu plus tard, des fois, faire un gel de taux n'est pas toujours nécessaire. Gardez en tête qu'il existe beaucoup de calculateurs en ligne et je vous déconseille fortement de faire appel à des calculateurs en ligne ou de calculer votre capacité d'emprunt tout seul. Tout simplement parce que, surtout quand on est nouvel arrivant ou immigrant, on a beaucoup de paramètres qui sont très spécifiques et si on n'en tient pas compte, on peut avoir une préapprobation automatique qui vient vous donner un montant qui en fait n'est pas le montant réel auquel vous pouvez prétendre, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Bon, souvent, c'est trop élevé par rapport à la réalité, mais on peut voir l'inverse aussi. Gardez en tête aussi que toutes les dettes détenues à l'étranger doivent compter. Par contre, les revenus étrangers, eux, ne peuvent pas compter. Donc, c'est vraiment important à garder en ligne de compte aussi, parce que dans les calculateurs automatiques, c'est très rare qu'ils vous demandent justement cette partie-là. Est-ce que cette dette est à l'étranger ou pas? Et donc, ça fait partie des paramètres qui font ça. Dans notre cas à nous, notre équipe, on va vraiment faire une préqualification très détaillée. On va vraiment aller demander toute la documentation comme si on était sur une approbation pour s'assurer que le jour où ça part en approbation, on n'ait pas de mauvaise surprise. Attention à certains cas où certains conseillers dans les banques que j'ai pu voir, malheureusement, ce n'est pas le cas partout, mais dans certains cas, je vois des conseillers qui ne vont pas demander la documentation pour faire les vérifications et donc on a aussi des mauvaises surprises. Attention à ça. Sur la partie d'après, alors, petit focus sur la cote de crédit. Quand je vais faire votre préautorisation, justement, je vais aller vous demander d'aller sortir votre bureau de crédit. Gardez en tête que votre bureau de crédit à vous, si c'est vous qui le demandez, ça n'a pas d'impact sur votre cote. C'est la raison pour laquelle, dans ma première étape, je vous demande d'aller la chercher. De manière générale, c'est toujours une bonne idée d'aller chercher votre cote de crédit, au moins la vérifier une fois par an. Il y a 50% des fiches des codes de crédit Equifax ou TransUnion qui contiennent au moins une erreur. Donc, vérifiez-la tous les ans pour vous assurer qu'il n'y a pas des dettes qui ne vous appartiennent pas ou que votre nom ne soit pas mal orthographié ou qu'il ne manque pas des dettes que vous avez en fait. Donc, ça, c'est vraiment important. Le jour où on va chercher une approbation, on va aller nous sortir la cote de crédit parce que la cote à laquelle nous, on a accès n'est pas la même que celle à laquelle vous avez accès. Donc, il y a un petit différentiel entre les deux, mais votre cote que vous voyez nous donne quand même une très bonne idée. C'est une fausse bonne idée de se dire de ne pas avoir de crédit ou de carte de crédit pour éviter d'avoir des dettes. Parce que lorsqu'on va procéder à un achat, que ce soit un achat
sur une maison ou une auto ou un prêt personnel, on a besoin de cette cote-là pour pouvoir vous donner les meilleures conditions possibles ou vous donner un prêt tout court. Donc, je comprends qu'on n'a pas l'habitude, mais c'est vraiment important de se mettre à la mode nord-américaine et d'aller avec le système. Une fois qu'on comprend le système, ça se passe bien. Par contre, c'est vrai qu'il y a peu de gens qui vous fonctionnent le système. Donc, comme je le disais la dernière fois à Pierre et à Lisa, cette formation sur la cote de crédit, c'est une formation en tant que telle que je vous donnerai prochainement, qui est vraiment dédiée sur la cote de crédit pour bien tout comprendre. Mais aujourd'hui, je vais vous donner quand même les principales erreurs à éviter. Donc, la première, on l'a mentionné, c'est de ne pas avoir de crédit. La deuxième, hyper courante, de utiliser sa carte de crédit comme une carte de débit. Alors, cette erreur-là, je la vois beaucoup, c'est-à-dire que si j'ai une carte qui a un plafond de 1 000 $, je vais aller l'utiliser jusqu'à 1 000 $. Sauf que ici, le système considère que si je fais ça, je suis à risque de surendettement. Donc, le système va partir du principe qu'il faut utiliser sa carte entre 15 et 30% de sa capacité, donc toujours avoir un solde entre 150 et 300 $ pour une carte de 1 000 $, par exemple. Ne jamais, jamais, jamais le dépasser parce que souvent, on va se dire, oui, mais si je le rembourse à temps pour mon relevé, c'est bon. Non, c'est pas parce que je le rembourse à temps pour mon relevé que c'est forcément le moment où l'information va être envoyée à Equifax et TransUnion. Et c'est ce moment-là qui fait foi pour toute la durée du mois suivant. Donc, comme on ne sait jamais à quel moment l'info est envoyée, il vaut toujours rester dans ce 15 à 30% pour éviter autant que possible les mauvaises surprises. Ouvrir ou fermer plusieurs cartes de crédit, ça, c'est pas une bonne idée non plus. Idéalement, on va ouvrir une carte de crédit dans une grande banque, puis on va la garder le plus longtemps possible. Si pour X ou Y raison, je change de banque, alors ne fermez pas la première carte de crédit parce que celle-là va vous avoir donné beaucoup de points parce qu'elle existe depuis longtemps. Prendre une carte de crédit dans un magasin comme Best Buy, par exemple, ou Canadian Tire, mauvaise idée aussi parce que l'algorithme part du principe que si vous avez dû ouvrir une carte là-bas, c'est que vous avez été refusé à la banque standard. Et donc, elle vient vous enlever des points juste par le fait que vous détenez cette carte. Bon, donc, ça n'est pas vrai par contre pour la carte de Costco, parce que la carte de Costco, c'est une carte CIBC, donc qui est une vraie carte d'une vraie banque. Donc ça ne vient pas impacter votre cote. Et faire plein de demandes de crédit dans plusieurs institutions, c'est une mauvaise idée parce que chaque fois, il y a une interrogation dans un laps de temps court et ça vient impacter votre cote. J'en dirai pas plus sur ce sujet qui est, moi, je trouve personnellement passionnant, mais bon, pas forcément pour tout le monde. Alors, on va passer à la suite. Bon, ça, je pense que c'est quelque chose qui vous intéresse plus. Qui peut acheter? Aujourd'hui, avec la loi, on va le voir un peu plus en détail après, tout le monde peut acheter en fait, mais tout le monde ne peut pas tout acheter. Donc, on va voir un peu plus en détail quelles sont ces spécificités. Alors, slide d'après. Donc, la loi sur l'interdiction d'achat des immeubles résidentiels par les non-canadiens, vous avez tous vu qu'elle a été prolongée jusqu'au 1er janvier 2027. Là-dedans, on a des exemptions de personnes. L'exemption la plus connue, c'est l'exemption du permis de travail. Donc, à partir du moment où j'ai un permis de travail qui est valide plus que 183 jours à la date de notaire, je suis exemptée. Attention, le permis d'études n'est pas considéré comme un permis de travail. Le permis d'études nous donne le droit de travailler, mais n'est pas au sens légal de la loi un permis de travail. Donc, on n'est pas dans l'exemption du 183 jours avec le permis d'études. Le permis d'études, pour avoir l'exemption, il faut avoir produit 5 années de déclaration au Canada et 5 avis de cotisation. Donc, c'est beaucoup plus restrictif. Cependant, si vous êtes marié ou conjoint de fait avec une personne qui est exemptée, donc avec un permis de travail valide plus que 183 jours, avec une personne qui est en RP, avec une personne qui est citoyenne, vous êtes exempté par association. Les exemptions de situation, donc si je détenais un immeuble conjointement avec quelqu'un et que je me sépare, je suis exemptée. Et les exemptions de géographie, vous savez probablement qu'il y a plusieurs zones géographiques qui sont exemptées de la loi où tout le monde peut acheter aujourd'hui sans autre problème d'exemption.
Et dans les autres exemptions de situation, nous avons aussi l'exemption du type d'immeuble. À partir du moment où c'est un quadplex ou plus, on a la possibilité de l'acheter. Les terrains nus sont aussi exemptés. Alors, on va parler maintenant un peu plus en détail d'une situation que je vois beaucoup en ce moment. Dans le cas où j'ai un couple, où j'ai une personne qui a un permis de travail qui est valide plus que 183 jours à la date de notaire, et l'autre personne qui a un permis de travail, mais qui n'est pas valide 183 jours à la date de notaire, soit en statut implicite, soit en renouvellement de permis, mais donc on est trop short sur la deuxième personne. J'insiste sur le couple, c'est soit marié, soit conjoint de fait au sens de la loi, donc 12 mois de vie commune, preuve à l'appui. Preuve à l'appui. Donc, pour la loi, ces personnes-là sont exemptées parce qu'elles sont en couple, mariées ou conjoint de fait avec une personne qui elle-même est exemptée. Par contre, là où c'est problématique, c'est au niveau du financement. Là, les banques ont ajouté des restrictions supplémentaires. Et donc, la plupart des banques ont dit qu'elles veulent que les deux personnes du couple aient un permis valide plus que 183 jours à la date de notaire pour ne pas prendre de risques pour elles. Bon, alors, je disais à Pierre et Lisa un peu plus tôt quand on discutait de cette présentation que j'étais en train de faire ma première demande justement dans ce cadre-là. Je suis ravie de vous dire que nous avons trouvé un prêteur qui accepte de nous suivre là-dessus. En fait, on en a deux qui acceptent de faire cette exception-là au cas par cas. Alors attention, vraiment, j'insiste sur le cas par cas parce que la puissance du dossier va vraiment déterminer si oui ou non le prêteur accepte de prendre une chance là-dessus ou pas. Donc, très compliqué, mais faisable. Alors, slide suivante. On va parler cette fois de l'apport minimum pour les personnes qui sont exemptées, évidemment. On a la possibilité d'aller aux 5% d'apport, mais pour ça, il faut être présent 12 mois au Canada. Généralement aussi depuis moins de 5 ans, sauf si on est arrivé en permis d'études. Et il faut avoir travaillé 3 mois minimum au Canada pour avoir le droit d'utiliser les revenus. Là, je peux acheter une unifamiliale, donc un condo ou une maison, ou un duplex que j'occupe un des deux logements. Là, je peux mettre un don à 100% de la famille directe, c'est autorisé aussi, ou mes économies personnelles, évidemment. Si j'ai 10%, alors à ce moment-là, j'ai besoin d'être là depuis seulement 6 mois et d'avoir travaillé 3 mois minimum au Canada, ou d'avoir juste été là pendant 3 mois et travaillé pendant 3 mois. Là, je peux acheter un condo, une maison, et je peux aller jusqu'au triplex ou au quadplex. 100% dons autorisés aussi, et économie personnelle, évidemment. Alors, le don, c'est la famille directe, hein, j'insiste, parce que si c'est famille indirecte, ça ne fonctionne pas. Et si j'ai 20 à 35%, alors je peux basculer en prêt conventionnel, et donc là, c'est du cas par cas selon les prêteurs. On a plus de possibilités de dérogation. Donc, parfois, je peux acheter dès mon arrivée. Donc, je n'ai pas forcément besoin d'avoir les 3 mois. Mais par contre, il faut que j'occupe un emploi dans le même domaine que le domaine que j'occupais précédemment. Alors, j'ai mis une petite note en haut à droite. Attention à la LOA, donc la location avec option d'achat. On a une divergence d'opinion au niveau des avocats là-dessus. Il y a des avocats qui disent que oui, la location avec option d'achat est faisable, même si je ne suis pas exemptée de la loi, parce que ce ne serait pas considéré comme un contrat d'achat à proprement parler, mais un contrat de location. Et d'autres qui vont dire l'inverse, qui vont dire que c'est quand même déjà un contrat futur, certes, mais contrat d'achat. Donc, pour le moment, on n'est pas trop certain encore de si la location option d'achat est une solution pour les personnes qui ne sont aujourd'hui pas exemptées de la loi. Alors, sur la slide suivante, gardez en tête qu'une fois que vous avez mis votre rapport, vous allez devoir débourser des sommes supplémentaires qu'on appelle les frais de clôture ou les frais de démarrage. Ces frais-là sont un ensemble de frais que vous allez débourser pendant le processus, mais qui n'est pas un montant qui est gelé par la banque.
La banque, elle va juste vérifier que vous les avez dans votre compte, mais elle ne va pas les prendre et les mettre de côté. Donc, dedans, vous avez le frais d'inspection, le frais de notaire, la taxe sur la prime d'assurance si le prêt est assuré et la taxe de bienvenue qui fonctionne par palier. Attention, ces frais-là ne sont pas finançables, donc dans le sens où on ne peut pas l'ajouter sur le prêt hypothécaire. Si vous avez besoin de les mettre sur votre carte de crédit, par exemple, et que je suis capable de le mettre dans vos dettes, je n'ai pas de problème. Mais par contre, je ne peux pas l'intégrer au prêt hypothécaire comme ça peut être le cas avec les frais de notaire en France, par exemple. Sur la suite, on va parler très rapidement des programmes. Il y a des programmes qui sont là pour vous aider à accéder à la propriété. Donc, vous avez une liste de ces programmes-là. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun, mais gardez en tête que parfois, on va vous dire que vous n'êtes pas éligible parce que vous n'êtes pas résident permanent. Mais la vérité, c'est que si vous êtes résident fiscaux, donc que vous travaillez et payez des impôts au Canada, par défaut, vous avez coché la première case d'éligibilité pour ces programmes-là. Donc, il faut d'abord être résident fiscal et ensuite de ça, voir si vous remplissez les autres critères. Mais par défaut, la plupart de ces programmes-là, vous y avez droit. Alors, les taux et les tendances de la semaine, donc je publie toutes les semaines. Donc, ceux-ci sont en date donc, de hier. Vous voyez que les taux tournent en ce moment autour de 5. La tendance, c'est une tendance quand même à la baisse. Donc, c'est très ténu parce que moi, je les vois tout le temps, je les surveille tous les jours, fait que je le vois. Mais pour quelqu'un qui regarde juste les taux comme ça, sans avoir les autres paramètres, on peut avoir l'impression que ça stagne. Mais non, ça ne stagne pas parce qu'il y a des curseurs chez d'autres prêteurs qui viennent s'accoter en fait sur les taux les plus bas. Et ensuite, celui qui était le plus bas, il va encore baisser derrière. Fait que, globalement, tranquillement, pas vite, ça s'en vient vraiment sur des baisses. Et quand on discute avec nos partenaires financiers, ils nous le disent tous qu'en effet, on est sur une tendance à la baisse. Donc, c'est plutôt positif pour l'avenir. Sur la slide suivante, alors c'est une grosse slide, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, c'est l'évolution des taux hypothécaires depuis les années 96. On n'est pas remonté jusqu'aux années 80 où on était effectivement dans les 12-14%. Et souvent, j'entends les gens nous dire est-ce qu'on est à risque de retourner à des taux à 12-14%. Ce que je leur mentionne à ces personnes-là systématiquement, c'est que non, on n'est pas vraiment à risque de retourner dans ce type de taux-là. Pourquoi? Parce que l'économie de l'époque permettait de supporter des mensualités avec des taux à 12-14%, tout simplement parce que le montant des prix d'achat des maisons versus les salaires gagnés était beaucoup plus en faveur que le rapport qu'on a en ce moment entre le salaire moyen dont on a besoin pour pouvoir acheter la même maison en fait aujourd'hui. Donc, à taux, on ne peut pas comparer. À taux égal, en fait, ce ne serait pas supportable par l'économie actuelle. Pareil, on me dit aussi souvent, mais est-ce qu'on revit en fait finalement la crise des subprimes? On voit ici en 2008 que la courbe, elle a eu finalement une courbe assez similaire. La réponse, c'est non, parce que les autres facteurs en arrière, à part les taux, qu'on ne voit pas en fait, tout ce qui est inflation, chômage, ces marqueurs-là étaient complètement différents. Donc, la situation économique est vraiment différente de celle qu'on avait à la crise des subprimes à l'époque. Comment seront les taux à la sortie de la crise? Alors, avant la pandémie, on avait des taux moyens qui tournaient autour de 3. Post-pandémie, on est là-dedans maintenant et donc on commence à voir cette baisse de taux progressive. Les économistes partent du principe qu'on va avoir un taux moyen qui devrait arriver aux 4% d'ici 1 an et demi à peu près. Donc, d'ici à la fin, 1 an et demi, 2 ans, fin 2025, début 2026, on s'attend à avoir un taux qui sera à 4, donc qui serait un nouveau plancher supérieur aux 3 auxquels on avait l'habitude. Donc, si on va sur la slide suivante, je vais faire du pouce sur l'exercice que Pierre a fait en début de discussion sur acheter ou louer. Donc, dans un premier temps, je vous donne des exemples de capacité d'emprunt pour les personnes qui ont un revenu familial d'à peu près 100 000 $, avec une bonne cote de crédit pour un taux actuel qui est autour de 5%.
et un amortissement de 25 ans. Donc, ça vous donne une mensualité qui est à peu près de 2 240 $. Donc, on est assez proche de l'exercice qu'on avait tantôt. Si vous avez un 5%, donc à environ 19 500 $, vous pourriez acheter une propriété de 390 000. Si vous avez 10%, donc là, vous pourriez aller jusqu'à 415 000. Et si vous avez 20%, on peut aller jusqu'à 480 000. Donc, si on reprend cet exercice-là et qu'on va sur la slide d'après et qu'on fait un exemple de personne qui veut acheter une propriété à 500 000. Aujourd'hui, avec un 5% de taux d'intérêt et un 5% d'apport, cette personne va payer 2 873 $ par mois. Si elle attendait 2 ans et qu'elle achète aussi 500 000 $, mais que cette fois les taux sont à 4%, elle va payer 2 600 $ à peu près. Donc, elle va payer à peu près 273 $ de moins que l'achat, que ce que ça lui coûterait avec un taux à 5%. Donc, on regarde les mêmes chiffres avec un apport de 10% et un apport de 20%, et on voit que globalement, les écarts sont plus ou moins les mêmes là. C'est à peu près 200 $ d'écart à chaque fois entre un taux à 5 et un taux à 4%. Donc, en voyant ça, on pourrait se dire, je vais attendre 2 ans pour pouvoir acheter parce que dans 2 ans, ça va me coûter 200 $ de moins par mois. Mais, comme disait Pierre tout à l'heure, si on passe à la slide d'après, quel est l'impact? Alors, je suis désolée, elle a un peu serré cette slide-là, là, mais je reprends mon cas. Mon cas 1, c'est la personne qui achète 500 000 $ aujourd'hui. Elle apporte 20% d'apport. D'accord? Je suis partie sur ce principe-là. 100 000 $. Elle a un taux d'intérêt à 5%. On a vu sa mensualité. Bon. Au bout de 2 ans, son capital restant dû, c'est 382. Je suis partie sur une valeur estimée d'augmentation de l'immobilier de 2% par an. Je suis restée très conservatrice. Pierre fait comme ça, fait qu'il est d'accord avec moi. J'estime donc qu'au bout de 2 ans, la propriété vaut 520 000 à peu près. Donc, c'est comme s'ils avaient épargné 37 000 $ et ils ont payé 38 000 $ d'intérêt. Je n'ai pas considéré les frais de clôture et je n'ai pas considéré les taxes scolaires et municipales. C'est vrai et ça vient jouer dans le calcul, mais pour le bien de l'exercice, il fallait prendre des hypothèses quand même au départ. Le cas 2, la personne, elle achète donc 520 000, c'est la même propriété, mais elle l'achète 520 000 2 ans plus tard parce que cette propriété-là, c'est ça qu'elle vaut à ce moment-là. Son apport de 20%, c'est 104 000, donc elle doit augmenter son apport de 4 000 $. Son taux d'intérêt, c'est 4%, donc sa mensualité est plus basse. Et en 2 ans, elle aurait payé, donc j'ai repris l'exemple de Pierre, 2 350 $ de loyer payé, et avec son apport supplémentaire. Je n'ai pas considéré les augmentations de loyer, je suis désolée, j'aurais dû le faire, c'est vrai, donc c'est sous-estimé. J'ai donc payé, dans le cas 2, 60 440 dans le vide, versus mon 38 795, même si j'inclus les taxes et les frais de notaire, avec les augmentations de loyer, on s'entend la différence entre les deux, elle est vraiment claire. On pourrait se dire, OK, oui, d'accord, mais au vrai, au bout de 2 ans, moi, je continue de payer mon taux à 4%, alors que toi, avec ton taux, tu es toujours à 5%. OK, fait que là, on va à la slide d'après. Slide d'après, on se dit, dans les 3 ans qui suivent, je continue à payer 5% sur le cas numéro 1. Mon capital restant est à 354. Ma valeur d'estimée de la propriété au bout de 3 ans, c'est 552. Donc, j'ai épargné un total de 98 000 $ et j'ai payé 93 000 d'intérêt. Dans mon cas numéro 2, ça fait 3 ans que je suis propriétaire avec un taux à 4. Mon capital restant dû est 385. Ma valeur de la propriété, c'est la même que dans le cas numéro 1. Donc, j'ai réussi à mettre de côté via le capital de mon prêt 62 000, mais j'ai payé pendant ce temps-là, pendant mes 2 premières années de loyer et mes intérêts de mes 3 années suivantes, 108 000 $, sans augmentation des loyers, je le rappelle. Fait que là, on voit que dans les cas 1 et les cas 2, honnêtement, c'est hyper clair. J'ai quand même un cas où j'ai payé plus d'intérêts et où j'ai payé plus dans le vide et j'ai mis moins de côté que dans le cas numéro 1, malgré le fait que j'ai un point plus cher de taux. Et ça, c'est pour le cas où quelqu'un aurait signé pendant 5 ans un taux à 5%, ce qui n'est pas ce que je recommande en ce moment. Donc, en plus, cet écart-là s'agrandit encore plus si la personne suit mes recommandations de choix de terme en ce moment.
Je pense que c'est ma dernière slide. Ah, bon, il y a les étapes du courtier hypothécaire. Si jamais vous voulez avoir ce document-là, c'est un document PDF que je vais vous remettre avec plaisir. Cette fois, c'est fini. Désolée, on a dépassé un petit peu. Pas de problème, merci beaucoup Audrey, c'est très intéressant, surtout les exemples avec les chiffres à l'appui, ça donne une vraiment bonne idée de ce qu'on doit décider. C'est le moment maintenant, si vous avez des questions pour Pierre ou pour Audrey, de les poser. Moi, j'en ai noté quelques-unes. Donc, je vais commencer par toi, Audrey. On me demande, c'est combien une bonne cote de crédit? Ah, très, très bonne question. Alors, une bonne cote de crédit, quand on arrive au Canada, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, pourtant c'est hyper important, quand on arrive au Canada, la cote de crédit va être automatiquement setée autour de 715, 720. La cote, elle est sur 900. 715, 720, c'est considéré comme une bonne cote. À partir de 780, c'est une très bonne cote. Donc ça, c'est ce que vous voulez voir. Si vous voyez une cote de crédit qui est en dessous de 715, 720, c'est qu'il s'est passé quelque chose pendant les 3 mois avant que la cote n'apparaisse, parce qu'elle est là, elle travaille, même si vous ne la voyez pas, mais au bout de 3 mois, elle va apparaître, et là, vous allez dire, ah, bah là, ma cote est à 680, admettons. Mais c'est parce que je ne suis pas là depuis longtemps. Mais en fait, non. C'est vraiment parce que vous avez eu des habitudes que l'algorithme n'a pas aimé, et donc il va avoir fait baisser votre cote. Si jamais c'est votre cas, n'hésitez pas à me contacter. On pourra regarder ça ensemble et voir comment le corriger. Ok, parfait. Une autre question. Peut-on récupérer sa cote de crédit si on en avait une avant? Par exemple, si on vient des États-Unis, qu'on avait déjà ou un pays qui fonctionne déjà avec ce système, entre guillemets, est-ce que c'est quelque chose qui peut nous suivre? Alors non, si on a une cote de crédit internationale, donc par exemple comme c'est le cas aux États-Unis, cette cote-là, c'est la cote des États-Unis. Elle ne va pas nous suivre. Par contre, on peut s'en servir. On va pouvoir aller chercher le bureau de crédit international et s'en servir comme preuve supplémentaire. Si on vient d'un pays d'Europe où on n'a pas de cote de crédit international, on va utiliser d'autres moyens pour prouver qu'on est un bon payeur. D'accord. Ok, merci beaucoup Audrey. Alors, encore une question pour toi. Est-ce qu'on peut changer de courtier hypothécaire au moment du renouvellement? Alors, en fait, on peut changer de partenaire de professionnel à n'importe quel moment. On n'est pas engagé envers ce partenaire-là. Je parle pour ma part, Pierre, c'est différent. Mais dans le cadre du courtier hypothécaire, on n'a pas d'entente. En tout cas, moi, je ne fais pas signer d'entente exclusive. Donc, si les gens travaillent avec moi, c'est parce qu'ils ont envie de travailler avec moi. Si à un moment donné, contact avec quelqu'un avec qui ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, ça, il faut le notifier. Il faut lui notifier que vous quittez la relation et que vous continuez votre chemin. Donc, c'est possible à n'importe quel moment de la relation sur simple manifestation écrite. Super, merci beaucoup. J'ai encore une question pour Pierre cette fois-ci. Pierre, est-ce que tu peux expliquer comment ça fonctionne les offres multiples? Tu en parlais tout à l'heure que c'était quelque chose qui avait un peu moins qu'avant, mais que ça existait encore. C'est quoi une offre multiple et comment ça fonctionne en fait? Dans le fond, la manière que ça fonctionne, c'est que souvent, il va y avoir une date où ce que les offres d'achat vont être présentées au vendeur. Ça va être à la requête du vendeur. C'est le vendeur qui décide les offres lui sont présentées quand et quand il va y répondre. Okay? Là, généralement, dans le marché actuel, on essaie quand même de faire en sorte que, une fois que notre promesse d'achat est soumise, que les délais de réponse sont quand même courts pour essayer de forcer le vendeur à répondre à notre promesse d'achat. De là, l'importance de se retrouver avec une offre qui est, pour commencer, logique et une offre qui va être difficile à un vendeur de ne pas y répondre. Okay? Mais dans l'éventualité où un vendeur voudrait attendre et où c'est déjà qu'il y a d'autres promesses d'achat qui vont se présenter, normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on dit au client, attends un peu, on va voir combien de promesses d'achat finissent par être soumises. Et ce qu'on peut faire à ce moment-là, c'est réévaluer ce que vous êtes prêt à payer. On fait une deuxième analyse, on regarde des paramètres, par exemple, qu'on n'aurait peut-être pas considéré initialement, comme si vous décidez de notarier dans 3 mois, 6 mois, si la tendance du marché est en progression, si par exemple on vit des marchés comme 2021, 2022, où ce qu'on voyait du 20% annuel en termes de croissance de prix, mais peut-être qu'on serait ouvert à considérer une augmentation
parce qu'on sait que d'ici le moment qu'on va notarier, mais le prix d'achat de la propriété aura peut-être augmenté de 4 %. Vous comprenez? Quand je dis quand vous l'aurez acheté, c'est vraiment signé chez le notaire. C'est pas des choses qu'on fait actuellement de la même manière, je vous dirais, mais oui, l'acheteur a la possibilité de bonifier sa promesse d'achat avant que le propriétaire y réponde. Okay? Alors, vous n'êtes pas pénalisé parce que vous avez décidé de soumettre votre offre d'achat aussitôt que vous avez aimé quelque chose et que le propriétaire a décidé d'y répondre 2 jours plus tard. Mais la tendance est quand même pour le moment en tout cas, de ne pas laisser traîner les promesses d'achat et d'y répondre plus tôt que plus tard. OK, parfait. J'espère que ça répond à la question. Une autre chose que j'ai oublié tantôt pendant ma présentation, je suis désolé, j'ai eu un petit problème technique où j'avais un gros post-it sur mes notes. Alors, je n'étais pas capable de lire ma présentation où je m'étais mis des bullet points pour éviter d'oublier des choses. Mais c'est important de comprendre que quand vous choisissez, par exemple, un courtier ou un autre, quand vous magasinez pour acheter une propriété, que ce soit un courtier, je ne sais pas, Remax ou Lepage, n'importe quelle bannière avec qui vous finissez par travailler, la réalité, c'est que vous pouvez voir tous les biens à grandeur du Québec. Ce n'est pas seulement les propriétés qui sont inscrites par Remax ou ce qu'un acheteur, un courtier Remax peut amener son acheteur. Au Québec, la Chambre immobilière rejoint tous les bannières et on travaille plus dans l'optique de la collaboration et de la c'est comme, je dirais, un esprit un peu plus collaborateur. On veut travailler ensemble pour que le plus grand nombre d'acheteurs rencontre le plus grand nombre de vendeurs et que à la fin de la journée, tout le monde soit heureux. Okay? On ne vous limite pas à ce que vous voyez comme propriété d'une bannière ou d'une autre. Okay? Oui, c'est important. Et de là, oui, c'est quand même très important parce que je sais que ça ne fonctionne pas comme ça partout. Et de là, l'importance aussi de vous expliquer l'outil Centris qui a été créé, dans le fond, c'est un site Internet qui a été créé pour le public par les courtiers de tous les bannières, réellement. C'est nous qu'on a payé pour que cet outil-là existe aujourd'hui, okay, indirectement. Alors, je pense, dans l'esprit de la transparence envers le grand public, et c'est pour leur donner accès à voir. Parce que la réalité, vous ne choisissez pas un courtier pour vous aider à faire l'achat parce que je suis capable de vous envoyer des inscriptions par courriel. C'est pas du tout ça le cas, là. Les propriétés, vous pouvez les regarder. Vous choisissez de travailler avec un expert dans le domaine parce que vous voulez ses conseils, vous voulez qu'il vous représente ou qu'elle vous représente avec toutes ses connaissances pour protéger vos intérêts à la fin de la journée. OK, parfait. Merci beaucoup, Pierre. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser ou à les poser par la suite. Si vous regardez en replay, je les transmettrai à Pierre ou Audrey. Vous pouvez également les contacter directement si vous le souhaitez. Voici leurs coordonnées. Merci encore à tous les deux d'avoir préparé tout ce contenu et de nous avoir aussi bien informés à la fois sur le marché et à la fois sur le financement. Merci beaucoup. Merci, c'était un plaisir. Et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Merci. Bye bye.